Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous avoir choisis pour votre information. Le Premier ministre Augustin Matata Mponyo a reçu en audience ce mercredi 12 février 2014 une délégation des députés nationaux originaires du Nord Kivu conduite par le ministre des ITPR Fridolin Akaswechi et son collègue de la santé publique Félix Kabange-Numbi. Ensemble, ils ont évoqué la question des réhabilitations de la voirie et d'autres infrastructures de la province détruites par les rebelles du M23. Reportage Anne-Marie Ossita. Au cours de la rencontre de ce mercredi entre le Premier ministre Augustin Matata et le député national originaire du Nord Kivu, il a été question de la réhabilitation des infrastructures de la province, plus spécialement dans les zones jadis occupées par le M23. Le ministre des Travaux publics a pris un certain nombre de mesures concernant la réhabilitation de la voirie de Goma. Dimanche prochain déjà, il va se rendre à Goma pour poser la première pierre pour réhabiliter la grande chaussée de Goma. En ce qui concerne la santé, il y a des zones de santé qui sont à réhabiliter. Étant donné qu'il y a eu une destruction terrible avec l'occupation du M23 qui nous a créé des problèmes dans la province du Nord Kivu. Nous estimons que le programme qui a été donné par le gouvernement va entrer en fonction. Le député national originaire du Nord Kivu espère de voir la matérialisation de cette promesse du gouvernement et ce, dans un bref délai. Je crois que ce qui est important, c'est qu'ils soient effectivement des agents de développement. Et à ce niveau-là, il y a des choses qui doivent se faire avec la population pour qu'elle s'approprie cette reconstruction, la consolidation de la paix. Il faut que cette population, on la fasse participer. Signalant que cette rencontre fait suite au Conseil de ministres tenu dernièrement à Goma et présidé par le chef de l'État Joseph Kabila. Le vice-premier ministre et ministre du budget, Daniel Mukoko Samba, a échangé avec les députés et sénateurs des commissions parlementaires de l'ECOFIN ce mercredi 12 février 2014 sur la loi de consolidation budgétaire. Un projet qui doit être voté en juin 2014 par les parlements. Cette séance de travail a eu lieu à la vice-primature à la Gombe, Africa Mujika. Je disais que les vice-premiers ministres et ministres du budget, Daniel Mukoko Samba, a échangé avec les députés et sénateurs des commissions parlementaires de l'ECOFIN ce mercredi 12 février 2014 sur la loi de consolidation budgétaire, un projet qui doit être voté en juin 2014 par le Parlement. Cette séance de travail a eu lieu à la vice-primature à la Gombe, Africa Mujika. La consolidation budgétaire, une innovation qui devra intervenir en République démocratique du Congo, aujourd'hui engagée dans la réforme de la gestion des finances publiques dans un contexte lié à la décentralisation. Il s'agit d'un procédé permettant de présenter les statistiques se rapportant à un ensemble d'unités comme si cet ensemble constituait une seule unité. Il est prévu maintenant que le budget de la République, parce que puisqu'il y a la décentralisation, selon les principes de la décentralisation, le budget des provinces et du pouvoir central sont distincts. Mais néanmoins, en fin d'année, on doit pouvoir avoir une idée de l'ensemble des moyens à la disposition du gouvernement. Pour, à un moment donné, prendre le budget du pouvoir central et consolider avec ce qu'on appelle les édits budgétaires de 11 provinces, et bientôt ça sera les 26 provinces, et les 10 édits budgétaires eux-mêmes qui contiennent l'intégration des ce qu'on appelle des décisions budgétaires des ETD de tous les pays. Pour rappel, la loi de consolidation au regard de la loi relative aux finances publiques, l'OFIP, a le même sens que le manuel des statistiques des finances publiques du FMI, mais ici, elle prend plutôt une autre dimension en association la notion d'intégration prévue par la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées.
L'accord cadre d'Addis Abeba est au centre d'une paix durable dans la région des Grands Lacs. C'est la déclaration faite par l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs, Mary Robinson. C'était à l'issue de sa rencontre ce mercredi 12 février avec Raymond Tshibanda, ministre congolais des Affaires étrangères. Dans Momat pour le reportage. Pendant plus ou moins 2 heures, le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda et l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région de Grand Lac, Mary Robinson, ont évoqué ensemble plusieurs questions, notamment celles relatives au plan d'action des chefs d'État de la région, aux élections et à la sécurité en RDC. L'évolution de l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba a été également au menu de ces discussions. Le cadre est vraiment au centre de la paix durable dans cette région. Et nous avons fait de progrès avec l'M23. Au niveau militaire et avec la conclusion à Kampala. Et je suis très contente que le Parlement ici a passé la loi d'amnistie. Le 25e anniversaire de la signature du protocole de Brazzaville sur la paix en Afrique australe est un sujet effleuré au cours de ces entretiens, puisque les deux personnalités ont fait hier les déplacements de Brazzaville pour participer aux manifestations organisées à cet effet. Le protocole de Brazzaville mit ainsi fin à une longue et douloureuse parenthèse faite d'amertume et de sang. Pour rappel, le protocole de Brazzaville est l'aboutissement des négociations quadripartites entre le Cuba, l'Angola, l'Afrique du Sud, sous la médiation des États-Unis et l'auspice de la République du Congo. Conclu le 13 décembre 1988, la manifestation pour marquer le 25 ans de cet accord, prévu en décembre de l'année passée, avait été annulée en raison du décès de Nelson Mandela. Des questions d'ordre sécuritaire, électoral et des enfants soldats ont été abordées au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies de ce mercredi 12 février 2014 au quartier général de la MONUSCO. C'était en présence de Martine Kobler, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, et de l'envoyé spécial de l'Union européenne. Sylvie Fortuné Mboula et Mathieu Ngadipofi. Au cours de cette conférence de presse, Martin Kobler est revenu sur l'insécurité qui persiste dans certaines zones au Katanga. De même, une campagne nationale de prévention du recrutement d'enfants soldats en République démocratique du Congo a été lancée le 11 février à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfant soldat célébrée le 12 février de chaque année. J'ai vu à Manono un camp de UNICEF avec 42 ex-enfants soldats des Katanga et je dois dire encore une fois ici, c'est un crime de recruter les enfants, tuer leurs parents afin de couper leur chemin retour à la famille. Pour sa part, l'envoyé spécial de l'Union européenne en RDC a réaffirmé l'engagement de son institution à apporter son soutien à la RDC pour un meilleur aboutissement du cycle électoral. Notre ambition et l'ambition de nos partenaires congolais d'avoir des élections irréprochables entre maintenant et 2016. Et je crois que c'est important et nous voyons comment nous pouvons accompagner cela. L'Union européenne et les Nations unies invitent donc l'autorité gouvernementale à consolider les acquis de 2013 pour mettre fin aux groupes armés. La première phase de la cascade de formation finie, les nouveaux secrétaires exécutifs provinciaux de la Commission électorale nationale indépendante seront déployés à titre expérimental dans la province du Bandundu, puis prochainement à l'Équateur. Déjà, l'abbé président Malou Malou a eu mardi 11 février une séance de travail avec les ministres belges de la coopération, Jean-Pascal Labille, qui a parlé du soutien technique de son pays à l'ensemble du processus électoral en RDC. Eric Izami est pour les plus amples commentaires. Président de la CENI, M. l'abbé Malou Malou et Jean-Pascal Labille, ministre belge à la coopération, se sont vus à Bruxelles en Belgique, puis à Kinshasa. Les jours passent et les étapes du processus électoral en RDC se dévoilent. La CENI a déjà présenté au Parlement sa feuille de route. En même temps, elle organise des formations en cascade pour renforcer l'efficacité. Pour la CENI, la tâche est certes ardue, mais pour réussir, chacun doit remplir son devoir. D'appeler tous les acteurs politiques à la retenue, au respect des règles du jeu. Nous avons des lois, nous avons
des réglementations. Et nous savons nous-mêmes que de par ces réglementations, tous ces acteurs politiques ont des droits et ont des devoirs. Nous voudrions bien que ces droits soient respectés, mais aussi que les devoirs aussi. Jean-Pascal Labi, lui, rassure que la Belgique va apporter un appui technique sérieux pour donner un coup de pouce et réussir l'organisation des élections dignes de ces noms. Donc l'appui peut être de plusieurs types. Il peut y avoir évidemment un appui en termes de conseils, de support, et nous en avons évidemment parlé. Et puis il y a toujours l'aspect plus pragmatique d'aide et notamment de support technique lors de l'élection en elle-même. Donc ce sont essentiellement ces deux types de supports que nous pouvons envisager. Pour le 26 secrétaires exécutifs provinciaux et 23 cartographes formés, la CENI, avec l'appui de ses différents partenaires, va les envoyer au Bandundu pour une expérimentation. Ensuite, pour organiser prochainement le préliminaire de l'élection législative partielle à Bifali dans la Chuapa, dans la province de l'Équateur. Les délégués de la composante des ONG des droits spécifiques de la femme sont allés déposer à l'Assemblée nationale le procès verbal de l'élection qui s'est déroulé le samedi 8 février dans la salle polyvalente du ministère du Genre, de la Femme et de l'Enfant. Le reportage est de Nadia Koulenfouka Malala. À l'issue de l'assemblée élective du comité de pilotage de la composante association droits spécifiques de femmes qui s'est déroulée le 8 février, 2 femmes ont été élues lors de cette élection. Voilà pourquoi, après leur élection, elles sont allées déposer à leur tour les procès-verbaux au bureau du président de l'Assemblée nationale. Les deux délégués, Maître Belinda Luntadi, la présidente du RD Congo Développement, et Madame Rose Mutombo de Kafko, toutes deux de la société civile, ont été mandatées afin de bien défendre le droit de femmes dans cette institution. Vu les critères retenus pour ces faire, Maître Belinda Luntadila semble être la favorite. Je voudrais d'abord remercier toutes celles qui m'ont porté pour que je sois parmi les 2 candidates élues, dont les dossiers sont déposés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et j'espère que cet accompagnement va être poursuivi jusqu'au niveau de la sélection du bureau du président de l'Assemblée nationale. Nous demandons également aux femmes, aux candidates, celles qui ont été, je ne veux pas dire le terme de perdantes, celles qui n'ont pas été élues à l'Assemblée générale élective de ce samedi 8 février, je leur demande de nous soutenir et qu'ensemble nous continuons à élever la voix de la femme pour qu'effectivement les droits spécifiques de la femme de notre pays soient respectés. C'est à l'Assemblée nationale de faire à son tour le reste du travail qui consiste à désigner une seule représentante pour la Commission nationale des droits de l'homme. Tête à tête ce mercredi 12 février 2014 entre François Mwamba Tchishimbi, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre, et Mary Robinson, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans les Grands Lacs. Les 2 personnalités ont échangé sur l'évolution de l'accord cadre et la loi sur l'amnistie. Sylvie Fortuné et Mboula pour les commentaires, Précieux Mangonzo pour les images. Au cours de cette séance de travail avec François Mwamba, Mary Robinson, envoyée spéciale du secrétaire général de l'ONU dans le Grand Lac, s'est félicitée des avancées significatives des indicateurs de l'accord cadre d'Addis Abeba. Si les 15 plans d'action régionaux évoluent bien, il faudrait aussi penser à un plan d'action national. Parce qu'au niveau régional, on a fait assez de progrès. Et au sommet de l'Union africaine, à Addis, à la fin de janvier, les chefs d'État et de gouvernement de l'accord cadre ont décidé un plan d'action avec 15 priorités. Et ça veut dire que vraiment on est déterminé d'aller en avance au niveau régional. Et au niveau national, je suis très heureuse de savoir qu'on a fait de progrès aussi. Le coordonnateur du MNS rajoute. Nous avons insisté effectivement sur les avancées internes en ce qui concerne le processus de Kampala avec la signature à Nairobi. En ce qui concerne la réconciliation nationale, nous avons fait des concertations nationales dans notre pays. Nous sommes dans la phase de mise en œuvre avec les décisions que le président de la République va devoir prendre dans les semaines qui viennent. Il faut dire que le vendredi dans la soirée, François Mwamba Tchishimbi s'est entretenu avec le ministre belge à la coopération et développement, Jean-Pascal Labil, entretien qui a tourné autour du prochain voyage du commissaire européen au développement en RDC et de l'évolution de l'accord cadre d'Addis Abeba.
Mieux vaut tard que jamais, dit les dictons. Les membres du mouvement de solidarité pour le changement, MSC, parti cher à Laurent Batoumona, ont procédé le week-end dernier à l'échange de vœux pour l'année 2014. C'était à l'hôtel Gracius de Bongolo dans la commune de Kalamo. L'occasion était indiquée pour les présidents de ce parti de faire une évaluation de ce qu'a été l'année 2013 sur le plan politique. Africa Mujinda. Le mouvement de solidarité pour le changement n'a pas dérogé à la tradition qui veut que l'on se souhaite le meilleur au sein de toute nouvelle année. Bien que tard, les membres du mouvement de solidarité pour le changement se sont soumis à cet exercice. Une belle opportunité pour faire aussi les bilans de l'année écoulée et dégager les perspectives d'avenir. Pour le président national du mouvement de solidarité pour le changement, 2013 a été marqué par plusieurs activités politiques, entre autres l'organisation d'un séminaire politique des stratégies d'implantation, la défense des idéaux du MSC lors du conclave de l'opposition à l'IMT et la participation aux travaux des concertations nationales. Laurent Batoumona a ensuite souligné que 2014 est l'année du changement. Nous avons participé aux concertations nationales. Notre parti était présent. Nous avions proposé beaucoup de résolutions. Et parmi les 100 qui ont été retenues, je peux vous dire que nous avons 1/5 des résolutions pour lesquelles nous avons participé abondamment et pour lesquelles nous demandons aussi au chef de l'État de pouvoir faire en sorte que ces résolutions soient appliquées. Que le MC doit songer au bien-être de la population. Il convient de rappeler que le mouvement de solidarité pour le changement, à travers ses idéaux, s'engage à la création d'emplois, à la lutte pour l'installation de la justice sociale, la paix et l'unité nationale. Cela fait 2 ans, jour pour jour, que les jets Gulfstream en provenance de Kinshasa, à bord duquel s'est trouvé Augustin Katumba Mwake, a fait un crash à l'aéroport de Bukavu. À l'occasion de cet anniversaire douloureux, une matinée politique a été organisée ce mercredi 12 février au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa. Patrick Borel-Mukendi et Mathieu Ngadipovi pour le reportage. 2 ans après sa disparition, Augustin Katumba Mwake continue à occuper un grand espace, si pas une grande place dans les microcosmes politiques en RDC. Et son souvenir reste vivace dans la mémoire des acteurs politiques congolais, en commençant par ceux de sa famille politique de PPRD et la majorité présidentielle. Plusieurs témoignages se sont accordés sur le charisme de l'illustre disparu, le loyal service qu'il a rendu à la nation congolaise et le valeur qu'il incarnait. Un grand homme politique avec une finesse de projection d'évaluation. Et aujourd'hui, nous sommes parler de ses idées parce qu'il a écrit un livre Majorité et les primats politiques. Et je tiens cela en disant, sans de faire de la politique du mensonge, mais allons dans la politique, dans la vérité, dans la justice. Et pour ça, ce sont ces idées qui vont se valoir. Je me dis aussi, avec l'école d'intelligence et de stratégie qui vient d'être lancée à son honneur, nous allons encore approfondir ses pensées. C'est à 22h au Fleuve Congo Hotel que les éminents professeurs comme Espérance Baedila, Kamba Ibouacha, Malou, Evars Debochab et tant d'autres vont présenter l'œuvre posthume des feux Katumba Mwake intitulée Ma vérité. Cet ouvrage se focalise principalement sur 4 vertus qu'est prôné son auteur, à savoir l'amour de la patrie, l'amour de la vérité, la modestie et la loyauté. La Banque mondiale veut du concret après la réunion de Brazzaville sur l'interconnexion des réseaux fibre optique. Le responsable de ce projet financé par la Banque mondiale a rencontré les ministres des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication ce matin pour accélérer les processus. Reportage Polydon Gaziami et Blazunda. Jérôme Bézina a le mandat de la Banque mondiale pour appuyer les télécommunications en Afrique centrale. La réunion de Brazzaville sur les CAP 5 a cerné les préoccupations de la RDC, épicentre du projet et ses voisins. Il reste la mise en application. On a fait la suite des travaux qu'on a entamés la semaine dernière à Brazzaville sur
des questions d'interconnexion régionale. Ça, c'était le premier objectif. Mais l'objectif central, c'était surtout de discuter de l'état d'avancement du processus de préparation du projet CAP 5, c'est-à-dire Central African Backbone numéro 5, qui concerne la République démocratique du Congo, qui est un projet très ambitieux de plus de 130 millions de dollars et qui envisage justement principalement dans le cadre de partenariats public-privé de déployer une infrastructure tout au long du pays, alors principalement sur l'axe de Kinshasa et puis au sud et puis à l'est du pays. Mais il ne suffit pas de faire des investissements dans l'est du pays, au sud et à Kinshasa, il faut aussi les relier aux pays voisins et aussi les relier au sein du même pays. Ça sera un partenariat public-privé, c'est-à-dire que la Banque mondiale, à travers un prêt, va financer une partie de cette infrastructure, mais le partenariat privé aussi financera cette infrastructure pour qu'on puisse arriver à un équilibre et à utiliser les fonds de l'IDA, de la Banque mondiale, de manière efficace et pérenne et équitable aussi. Le ministre Tintier Moulumba a également parlé GSM en milieu rural. Le projet en est déjà à la fin du déploiement du matériel. Le test commence bientôt. C'est ce que les responsables des Gilat Satellite Networks ont expliqué au patron des télécommunications. La directrice générale du Partenariat mondial pour l'éducation, Alice Albright, a tenu hier une conférence de presse au fleuve Congo Hotel. C'est face à face avec les hommes de médias à porter sur l'objectif poursuivi par le Partenariat mondial pour l'éducation. C'était en présence du ministre de l'EPSP, Maker Mwangu. Reportage à Dieu Marcin Zob Mabiala et Mathieu Ngadipofi. Au cours de cette conférence de presse, Alice Albright, directrice générale du Partenariat mondial pour l'éducation, était assise aux côtés du ministre de l'EPSP, Maker Mwangu. Le Partenariat mondial, dixit le patron de l'enseignement, est une structure d'éducation universelle mise en place pour secourir les pays en difficulté. La République démocratique du Congo a été admise à ce programme et un montant de 100 millions de dollars américains lui ont été octroyés. En ce qui concerne la répartition de cette enveloppe, 3 secteurs sont concernés. Il s'agit de l'accès à l'éducation, l'amélioration de la qualité par la distribution des manuels et la formation des enseignants. C'est vrai que la communauté internationale devient de plus en plus consciente de l'importance de pouvoir allouer plus de ressources au secteur de l'éducation. Voilà pourquoi nous continuons notre plaidoyer en ce sens et le Partenariat mondial pour l'éducation continue à œuvrer dans ce domaine. Et tout récemment, nous venons d'avoir le privilège d'avoir un nouveau directeur exécutif, en fait, un membre qui est donc lors de la réunion de mars, nous aurons l'occasion de pouvoir parler avec les différents partenaires tant nationaux qu'internationaux et essentiellement les pays du G20 et du G7 pour essayer de les mobiliser et trouver plus de fonds en faveur du secteur de l'éducation. La communauté internationale devient de plus en plus consciente que l'amélioration de l'éducation en République démocratique du Congo est une porte ouverte au développement. Le gouverneur de la province du Bandundu, Jean Kamisendu Kutuka, a effectué un déplacement pour Massimanimba, l'un des territoires du Kwilu. Il a eu des entretiens avec les notables de ces territoires et a visité quelques chantiers. Sylvie Fortinemboula. C'est tard dans la soirée que Jean Kamisendu, gouverneur de province, a foulé ses pieds à Massimanimba. C'est une population en effervescence qui est venue accueillir celui qu'elle appelle affectueusement le père du village agricole. Le lendemain, le chef de l'exécutif provincial du Bandundu a eu une séance de travail avec le chef de service et le notable de ces territoires. Il en a profité pour lancer un appel à la cohésion. Le village agricole étant l'agriculture villageoise, l'agriculture des paysans, qui comprend 3 composantes. L'habitat, les maisons existantes ou à construire, auxquelles viennent se greffer l'agriculture et la pêche et l'élevage. Deuxième composante. Et troisième composante, on y associe l'énergie, l'électricité, l'eau. Nous sommes convaincus que notre province du Bandundu ne pourra jamais sortir
du tunnel si elle ne met l'agriculture au devant de toutes choses. D'ailleurs, nous pouvons nous référer au discours-programme du chef de l'État lorsqu'il dit le regroupement des villages, la révolution de la modernité, c'est cela. Et nous tirons de ce programme du chef de l'État, nous disons et nous l'adaptons à nos réalités. Ensuite, Jean Kamisendo a visité le chantier où s'effectuent les travaux de construction des écoles. Il est passé aussi à l'Institut Malembe Malembe, plus de 30 ans après le passage du maréchal Mobutu. L'ISP Massimanimba n'a pas été oublié. Enfin, en sa qualité de président de la fédération du PPRD Bandundu, Jean Kamisendo a été reçu par ses camarades pour affermir leurs liens. Dans le cadre de l'opération Coup de poing, entendez opération Likofi, les tribunaux militaires de garnison de Kinshasa-Ngalema et celui de Matete ont organisé des audiences foraines dans l'affaire qui oppose le ministère public aux prévenus accusés de meurtre. Le condensé des activités de ces deux juridictions militaires avec Sylvain Kapombo Sengeli. À la première audience tenue lundi 10 février, les tribunaux militaires des garnisons de Kinshasa-Ngalema, présidé par le capitaine magistrat Demba José, a entendu le prévenu Mbeza, accusé d'avoir commis le meurtre sur les sieurs Mavouba Boudrik en date du 19 octobre 2013. Devant le tribunal, le prévenu a rejeté en bloc les faits mis à sa charge, mais il a reconnu avoir tiré en l'air 3 balles en vue de disperser 5 groupes de Koulouna qui se disputaient l'arme avec son chef, Madame Mireille, commandant Souciat de Lupen. De son côté, le ministère public a relevé les contradictions dans la déposition des sous-commissaires de police Mbenza, qui auparavant avait cité les policiers Aigle comme celui qui a tiré sur l'infortuné Mavouba. La partie civile, quant à elle, a confirmé les revirements du prévenu. Car lors de la confrontation devant l'inspecteur de police judiciaire, Martel Tel, celui-ci avait demandé de négocier avec la famille de la victime. Pour la défense, l'organe de la loi doit apporter les preuves de ces accusations, notamment les certificats de décès de M. Mavouba et l'arme du crime. Les simples rapports de l'expertise médico-légale produits à l'audience ne suffit pas pour asseoir l'intime conviction du juge en matière du meurtre, a-t-elle conclu. L'audience a été renvoyée au jeudi 13 février 2014. Au tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Matete, sous la présidence du major magistrat Roger Gbéou, une audience foraine a été tenue le mardi 11 février à Kingawa-Point-Chaud dans l'affaire opposant le ministère public au brigadier Batista, poursuivi pour meurtre et violation des consignes. La décision des renvois renseigne qu'en date du 23 septembre 2013, le prévenu Batista avait abattu sur ces lieux les nommés Mpaka Rugen à l'aide de son arme lui remise par la police nationale congolaise dans le cadre de l'opération Likofi. Appelé à la barre pour se défendre, le prévenu a déclaré que ces accusations sont dénuées de tout fondement. Toutefois, il a reconnu avoir été sur les lieux du crime à la date susmentionnée afin de porter secours à son collègue Jérémy, tombé dans une embuscade de Koulouna. Les conseils du prévenu ont plaidé non coupé mise à charge par l'organe poursuivant. Par ailleurs, la partie civile qui a voulu savoir l'appartenance de l'arme qui détenait l'accusé Batista a promis de tirer toutes les conséquences au moment de présentation de ses conclusions. Vital Kamere, président de l'UNC, depuis cet avant-midi autorisé à se rendre à l'est du pays pour sa caravane de la paix. La décision découle de la deuxième rencontre qui a eu lieu ce mercredi 12 février 2014 entre les ministres de l'Intérieur et Sécurité, Richard Mouyège, et les cadres de l'UNC. Une issue des décisions jugées satisfaisantes par les membres de ces partis de l'opposition. Natacha Bomongo y reviendra demain avec force détail. Fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Moi, je reviendrai demain à 19 h pour le même exercice. Dans l'entretemps, excellente suite des programmes sur Antenne.